plein de gens en coaching me disent « Ah, mais je faisais ça quand j'étais jeune. » Je dis « Mais pourquoi vous ne faites pas maintenant ?» C'est comme si l'âge interdisait de faire quelque chose. On peut se réinventer à n'importe quel âge. Les gens qui deviennent des champions de leur vie, est-ce qu'ils développent ces intelligences? Et je me suis rendu compte en épluchant leur vie qu'ils étaient toutes et tous devenus des champions, des leaders, en développant plusieurs de ces intelligences qu'on ne nous apprend pas à l'école. C'est justement parce qu'on est multiple qu'on devient unique. C'est pas parce qu'on est unique, point. Et il faut aller chercher cette multiplicité. Les plus belles choses qui sont arrivées dans la vie des managers, moi les plus beaux contrats que j'ai signés, c'est quand je m'y attendais le moins. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. La semaine dernière, vous étiez très nombreux pour entendre Kevin Bouchareb, l'architecte de l'initiative Future of Work chez Ubisoft, qui est venu nous parler du manager au défi de faire tenir le collectif quand tout nous pousse à l'individualisme. C'est une masterclass pleine d'énergie, pleine de conseils très pragmatiques pour aborder les transformations dans des grandes entreprises à l'échelle pour l'ensemble du corps managérial. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur votre chaîne YouTube d'Incentive ou sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, nous allons élever le débat et nous allons parler d'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Et pour ça, j'ai un invité de choix. Bonjour Christophe. Bonjour Roland. Alors, on va peut-être commencer par ton portrait. Tu as une vie à la fois d'entrepreneur, de chercheur, d'écrivain, d'auteur de romans. On va découvrir ce beau portrait avec Yann. Yann, est-ce que tu peux nous brosser le parcours de Christophe? Bonjour Christophe et merci de nous rejoindre. Vous êtes né au Gabon et vous avez ensuite grandi en partie entre le Mali et le Niger. Vous vous formez comme ingénieur agronome, puis vous devenez entrepreneur. Vous co-développez Atem, un média urbain spécialisé dans les environnements de marques exigeants, jusqu'à sa revente en 2015. Cette étape marque un tournant important dans votre trajectoire. À la suite de cette session, vous approfondissez votre formation en management à l'ESSEC, puis vous vous formez au coaching professionnel à HEC. Vous êtes le fondateur d'Intelligence Factory, que vous présentez comme un véritable laboratoire des intelligences. Votre approche repose sur une conviction forte. Un coach ne donne pas des recettes, il crée les conditions pour que la personne mobilise ses propres ressources, à travers l'écoute, l'empathie, la lucidité et l'intuition. Aujourd'hui, vous accompagnez des sportifs de haut niveau et des dirigeants vers plus de performance. Votre méthode, identifier une intelligence dominante, rééquilibrer les dimensions négligées et retrouver une manière de diriger plus alignée, plus lucide et plus stable dans le temps. En parallèle, vous publiez plusieurs ouvrages, dont le polar La Note Noire, récompensé par le prix de Beaune, dans lequel vous explosez les zones d'ombre des ressorts psychologiques profonds. Puis vous publiez les 100 meilleurs exercices d'auto-coaching et ces 10 intelligences qui changent tout, un livre qui formalise votre modèle. Une cartographie destinée à aider chacun à comprendre son architecture personnelle et à développer une performance plus cohérente et durable. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors Christophe, nous portons tous en nous une richesse extraordinaire, une puissance de développement insoupçonnée. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à séparer le corps et l'esprit. Mais finalement, toi, tu nous invites à redécouvrir les différentes formes d'intelligence pour aller trouver le potentiel qui fait de chacun d'entre nous des êtres uniques, des êtres extraordinaires. Alors ce potentiel, il existe depuis très longtemps. Lorsqu'on était Homo sapiens sapiens, on était dans des groupes de 60, comme le rappelle l'anthropologue Dunbar. C'est le groupe maximum qu'on est capable de gérer. On était des nomades. On savait, on avait une intelligence de la nature. On savait se repérer. On avait une intelligence spatiale. On savait fabriquer des outils et tuer. Donc on avait une intelligence kinesthésique. On savait marcher. On était costaud. On avait une intelligence spirituelle. On s'en remettait à des dieux. On faisait des sacrifices. On avait différentes aptitudes d'intelligence avec lesquelles nous sommes venus au monde. Et puis, est arrivé le royaume de la rationalité. On est passé, alors les Grecs ont essayé de donner un coup de frein quand même en disant anima sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, pas au-dessus. Et on est malheureusement passé à cogito ergo sum, je pense donc je suis, donc j'en veux beaucoup à Descartes, ça veut dire que on a déjà un premier étage de la fusée qui part et qui se met dans le cerveau, et maintenant, comme le disait Michel Serres, on assiste à l'exo-darwinisme, c'est-à-dire qu'on dépose notre cerveau dans un ordinateur,
On se souvient plus de numéros de téléphone, etc. Je vois tout le monde dans la rue en train de se repérer, en train d'être connecté, sans jamais voir ce qui nous environne. Et en fait, on a ce bagage, on a ce potentiel d'avoir énormément d'intelligence en nous. Appelle ça des aptitudes, des soft skills, des hard skills. Et ça m'a tellement frappé que je me suis dit, mais les gens qui deviennent des champions de leur vie, parce que le but de la vie, c'est pas de réussir dans la vie, mais c'est de réussir sa vie, est-ce qu'ils développent ces intelligences? Et donc, après mon diplôme à HEC, l'univers m'a envoyé Raphaël Nadal, on en parlera peut-être, ou d'autres chefs d'entreprise, voire des politiques, et je me suis rendu compte, en épluchant leur vie, qu'ils étaient toutes et tous devenus des champions, des leaders, en développant plusieurs de ces intelligences qu'on ne nous apprend pas à l'école. Alors, je me souviens, il y a une trentaine d'années, j'avais été absolument passionné, on en parlait juste pour préparer cet entretien, par ce livre de Howard Gardner, publié en Frames of Mind. 1983, Frame of Mind, les différentes formes de l'intelligence. Et il en décrit 7 puis 8. C'est une vraie révolution parce que ce qu'il fait, c'est qu'il analyse des cas cliniques de gens qui ont été blessés au cerveau et à qui il manque une partie du cerveau. Et il dit, bah, voilà, là, il lui manque le lobe préfrontal droit et donc je vois que son intelligence spatiale est diminuée. Et puis, comme ça, il découvre par la preuve, finalement, par la science, différentes formes d'intelligence. Après, ces théories ont été un peu challengées, mais la petite graine était là. Toi, tu la développes de façon très pragmatique dans une approche de coaching, dans une approche de développement personnel. Combien est-ce que d'intelligence tu identifies? Il y a 10 intelligences. J'ai fait ces travaux après plus de 800 interviews et en reprenant bien évidemment les travaux de Howard Gardner. J'ai rajouté à ces travaux l'intelligence du temps parce qu'elle est essentielle en développement personnel. C'est la différence entre le temps vécu, le temps perçu et le fait que trop de gens procrastinent ou s'en remettent à un futur. Mais encore une fois, ces intelligences dont tu parles, quelque part, il a rien inventé, Howard Gardner. C'est exactement ces intelligences qu'on avait lorsqu'on était Homo sapiens sapiens, mais qui sont toujours là. On oublie qu'on vient d'un seul continent, qui était le Gondwana, avant qu'il y ait la dérive de continent. Nous sommes faits d'électrons, de matière, d'énergie, d'ADN, on en reparlera certainement. Et tout ça est en nous, en fait. Sauf que l'école nous forme. L'école nous met dans un moule. C'est dingue, ce culte de l'étiquette, ce culte de la performance, ce culte de nous donner une seule adresse, un seul numéro. Si je devais essayer un trait d'humour, c'est justement parce qu'on est multiple qu'on devient unique. C'est pas parce qu'on est unique, point. Et il faut aller chercher cette multiplicité. Cette multiplicité, tu l'as vécue à travers ton parcours. Tu étais entrepreneur à succès, média urbain, donc toutes les affiches qui sont sur les grands bâtiments, les églises, les musées, les grands bâtiments publics qui sont refaits, financés en partie par cette publicité. C'est grâce à toi. Tu as revendu ton entreprise et là, tu te dis, finalement, ma vie, elle est là. Elle doit servir à quelque chose, elle doit servir à transmettre, elle doit servir à accompagner les autres et notamment les dirigeants dans la redécouverte de leurs intelligences. Qu'est-ce qui a été le pivot pour toi Alors dans cette transition? D'abord, j'expliquais à Yann tout à l'heure, lorsque j'ai cofondé Athème avec mon associé, la première chose qu'on a fait d'abord, c'est qu'on n'a pas fait d'études de marché. Je suis un anti-étude de marché. Ça coûte une blinde, ça sert à rien. Quand on a une conviction, on y va. La deuxième des choses, c'est qu'on a aligné notre projet d'entreprise avec notre projet de vie. Donc, projet de vie, il s'appelle Antoine. Antoine, comment tu vois ta vie? Est-ce que tu veux faire fortune? Est-ce que tu vas te marier? Est-ce que tu veux des gosses? Comment tu pratiques la religion, les vacances, etc. On a aligné tout ça. On a vraiment mis un cadre. Et ensuite, on s'est dit, comment est-ce que notre entreprise peut rentrer dans ce cadre? Moi, je peux te dire un truc, tous les gens m'ont dit, mais comment tu as pu faire fortune en rentrant tous les soirs à 18h chez toi? Moi, j'ai jamais fait un week-end où je bossais comme un avion. J'avais mes 4 enfants, c'était la priorité. J'avais le jazz, j'avais bien sûr mes clients, mais l'entreprise n'était pas tout pour moi. Et c'est ce que j'explique beaucoup dans le coaching des dirigeants, c'est trouver votre chemin de vie et votre chemin entrepreneurial. Donc, il y avait une philosophie. Tu rentrais chez Athème, moi je te remettais 10 pages d'une philosophie. Voilà. Vous rentrez dans une boîte qui a ces valeurs-là. Il y avait quoi comme valeur, par exemple?
On voulait déjà la parité en 1989. On donnait des primes aux femmes qui tombaient enceintes. On n'acceptait pas de l'argent dont on ne savait pas d'où il provenait. On voulait de la marge. On voulait pas du volume. On voulait faire de l'esthétique. On voulait laisser une trace, etc., etc. Et ce qu'il y a de fondamental à comprendre, mais c'est normal que les jeunes ne le comprennent pas, mais ça a toujours été un fil conducteur, et j'en arrive à la réponse à ta question, c'est que dès le départ, il y avait une philosophie. Dès le départ, il y avait quelque chose. C'est-à-dire la philosophie, c'était je suis pas un entrepreneur qui va inventer un métier qui va faire des bâches. C'est en quoi le métier de faire des bâches va m'apprendre à grandir. Il faut inverser le process. Tous ceux qui sont cadres ou entrepreneurs ou sportifs, je disais à Rafa, tu n'es pas un joueur de tennis. Le tennis te permet de grandir. Qu'est-ce que le tennis t'apprend? Et donc cette philosophie-là, j'ai voulu la partager auprès du plus grand nombre, à la fois par des livres, mais aussi effectivement par du coaching. Et tu sais comment c'est en France, et si t'as pas le diplôme ad hoc, tout le monde se met quand même à râler, etc. Mais in fine, de ce que j'ai appris à HEC en coaching, c'était une super formation. Puis après, j'ai fait une année de formation dans les sciences du comportement. Mais mon boy Abou m'avait tout appris quand j'étais à Bamako. C'est-à-dire, je l'avais appris dans mon enfance, je l'avais appris dans mon adolescence, je l'avais appris dans ma curiosité. Parce que non, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Ta cartographie vient bien au-delà des QI traditionnellement mesurés. Comment est-ce que tu as construit ta cartographie? Est-ce que c'est une cartographie qui vient de l'observation de dirigeants successful, ou au contraire, tu as regardé des dirigeants qui étaient dépassés par leur fonction ou par leur entreprise? Comment est-ce que tu as construit ces 10 intelligences? Les deux, Roland, mais bien évidemment avec une priorité pour ceux qui avaient réussi, parce que je voulais que ça fasse école, je voulais que les gens se disent ce qu'il dit est vrai. Donc, je les ai pris un par un. Et je me suis mis à les interviewer, les François Pinault, qui refusent plutôt les interviews, les Thierry Marx, les Richard Mille, les Bertrand Piccard, Béatrice Kosowski, présidente d'IBM, etc., etc. C'est-à-dire que je les ai pris un par un et je leur ai demandé de me raconter leur vie, je les ai screenés par rapport aux intelligences. Et en fait, encore une fois, la plupart d'entre elles et d'entre eux ont développé des aptitudes incroyables, extrêmement différenciantes et qui font toute la différence. Et un bon manager aujourd'hui, et je me suis rendu compte que je l'avais fait chez Athème à l'insu de mon plein gré, si je puis dire, c'est de marier des intelligences différentes. Moi, je me souviens d'un contrat, on était face à Deco, parce que Deco était venu sur nos plates-bandes, voyant qu'on gagnait beaucoup d'argent, parce que tu peux pas lutter contre Deco, surtout avec leur pouvoir politique, etc. Et on était sur un très gros coup, hein, mais vraiment un très gros coup. Et le type nous appelle en disant vous êtes en concurrence avec Deco, venez, etc. Et je viens avec un type que j'avais formé, et dans le bureau de notre prospect, parce que je lui avais appris à observer. Lorsqu'on rentre dans le bureau de quelqu'un, faut observer, tout est là. Toute sa vie est là, tout son tempérament est là, la manière dont son bureau est organisé, les photos des diplômes, des enfants, les livres qu'il a mis, etc. Tout est là. Et c'est là qu'il faut catcher, il faut rebondir. Et il y avait une photo de notre prospect avec un marlin à côté. Puis il y avait un marlin suspendu, etc. Et mon gars, là, il était super fort en pêche. Donc il dit, ah, mais ça, c'est un marlinus, machin truc, vous avez pêché avec du fil de... On n'a jamais été mis en concurrence. Il avait créé le lien avec l'intelligence de la nature. Combien de contrats j'ai signés en jouant du saxo? Parce que je suis musicien amateur, je joue dans des boîtes de jazz, je parle avec les gens. C'est ça, créer le lien. C'est-à-dire, ces intelligences, elles permettent de se démultiplier. Quand tu as revendu Athème, extérieurement, c'est une réussite. Tu perds du jour au lendemain ton statut de chef d'entreprise. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là? Excellemment bien, parce que j'étais justement, si tu veux, dans cette logique que Athème m'avait permis de franchir un pas énorme sur la compréhension de moi-même. Et donc, en fait, j'étais assez serein. D'abord, tout étonné d'avoir mon compte en banque bien garni. Donc, j'ai fait quelques beaux voyages, quelques folies. Je me suis acheté une vieille Ford Mustang. Enfin, c'est pas des folies non plus, tu vois. C'est pas la Porsche ou je suis pas très m'as-tu vu, mais j'ai ma vieille Mustang décapotable qui me va très bien. J'ai investi dans l'immobilier, etc. Et puis, j'ai vu passer, parce qu'il n'y a pas de hasard. J'ai vu sur le Figaro, que je lis jamais, d'habitude, je lis toujours l'équipe, qu'il y avait une formation à HEC. Et est revenu en écho plusieurs remarques qu'on m'avait faites dans le parcours de ma vie, à savoir, ouais, tu donnes des conseils quand même avisés, tu es dans l'écoute, enfin pas aujourd'hui parce que tu m'interviews, mais tu es dans l'écoute, tu captes les choses, etc. Et ça a été pour moi en fait une évidence de faire du coaching.
Mais encore une fois, je retiens que 15% de ce qu'ils m'ont appris. J'avais déjà ça en moi. Il y avait besoin d'un précipité. Il fallait que ça cristallise. Donc l'école a été ça pour ça. Mais il y a des gens qui sont de très bons conseils, de très bons guides, sans avoir fait ces écoles-là. Mais j'avais besoin de le faire par rapport à la clientèle que je visais. Et encore une fois, je le fais pas à des fins financières. Bien évidemment que ça a une valeur, ce que je fais. Mais je le fais parce que ça me passionne et quand je vois qu'au bout de 10 séances, parce que le coaching c'est très limité dans le temps, les gens repartent plein badin, voire 50% d'entre eux changent de vie, c'est un bonheur pour moi. Donc, tu étudies la théorie à l'ESSEC, à HEC. Ensuite, tu te plonges dans la pratique, qui est la pratique quotidienne de transmission, de coaching. Et tu décides de revenir sur la théorie avec ton framework des 10 intelligences. Qu'est-ce qui t'a poussé à sentir ce besoin de revenir sur un aspect plus formel? Parce que là aussi, lorsque tu accompagnes les gens, même si c'est à la technique de s'adapter au coaché et jamais l'inverse, c'est pour ça que j'en veux à toutes ces méthodes qui te permettent de maigrir, je sais pas quoi, en dit le son, non. C'est la méthode de s'adapter au coaché. J'avais besoin quand même d'aller un peu plus loin. Donc j'ai lu énormément de livres. Je suis connecté avec Harvard, avec Palo Alto. Je vois ce qui se fait en développement personnel, en motivation. Donc je prends beaucoup de notes, j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'avais besoin effectivement de fédérer un peu un discours rassurant d'une certaine manière. Parce que quand j'ai un coaché qui arrive, une des premières choses que je lui demande, c'est pas la première, mais c'est une des premières, c'est qu'est-ce qui te rendait heureux enfant? Qu'est-ce que tu avais inventé comme jeu? Ton driver de l'enfance, c'était quoi? Alors, il y en a une qui va dire, je faisais de la cuisine avec de la terre et des casseroles. Hop, elle est devenue chef, alors qu'elle savait pas quoi faire de sa vie. Un autre qui disait, ah, mais moi, j'adorais jouer à cache-cache, je me repérais. Hop, elle est devenue architecte et décoratrice après mon coaching. C'est-à-dire que je voyais bien que on avait ce côté intelligence lorsqu'on venait au monde et qu'avant de rentrer à l'école, on était vierge, c'était le cœur qui parlait, c'était pas le mental, c'était le cœur. Je suis très chamanique là, en disant ça. Mais ce cœur, il a besoin à un moment donné d'une architecture. Donc cette architecture, comme elle est très très normée maintenant, j'ai même fait un test sur mon site sur les 10 intelligences, etc. Après, je peux m'appuyer dessus, mais je m'appuie également sur les sciences du comportement, parce qu'après HSC, j'ai fait un an d'école en sciences du comportement, donc MBTI, ProcessCom, Ennéagramme. J'utilise beaucoup, par exemple, l'Ennéagramme. Donc, ça permet de typer un peu les gens pour qu'ils comprennent un peu mieux quelles sont leurs peurs. Ça les rassure de voir que quelque part, il y a eu des études très poussées, très approfondies dessus. Ma parole peut les rassurer, mais parfois, elle n'est pas suffisante. Donc, c'est bien de s'appuyer de temps en temps sur un substrat technique, rationnel. De toute manière, Roland, dans la vie, il faut que les 3 cerveaux soient alignés, quoi que tu fasses. Il faut que l'émotionnel soit aligné avec le mental, donc dans le néocortex dont tu parlais. Il faut qu'il soit aligné avec le limbique, l'émotionnel et le reptilien. Une fois avant chaque décision, cher entrepreneur, cher manager, veillez à ce que vos 3 cerveaux soient alignés. Et j'observe souvent en coachant des dirigeants que c'est jamais le cas. Soit c'est fait par impulsion, par instinct, à la Trump, là, tout d'un coup, hop, je décide d'envoyer ma flotte, je réfléchis après. Donc il y a des comportements comme ça. Ils sont pas critiquables, ils sont nés comme ça. On est avec un certain schéma de pensée, des certaines réactions. Tu as d'abord ceux qui vont être complètement mentaux, qui vont qui vont étouffer même leur émotionnel. Il y en a d'autres qui vont être paralysés par les phares de la voiture, qui sont tellement en colère qu'ils vont narcotiser, ils vont picoler, ils vont fumer, ils vont faire tout. Donc les sciences comportementales sont formidables aussi pour expliquer, en plus des intelligences. Les intelligences, Roland, c'est un outil. C'est un outil qui me différencie totalement, puisque, on va le voir, je crois, par la suite, j'ai découvert qu'on n'était pas unique également au niveau de l'ADN, mais ça reste un outil. Je le fais pas à tout le monde. Je vois quand quelqu'un est bloqué, qui veut changer de vie, là oui, je m'appuie sur les intelligences. Il y a quelques années, Daniel Kahneman, donc prix Nobel d'économie, qui nous a quittés il y a quelques mois, l'année dernière, a écrit un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2 Oui, en bien France, sûr, où il j'ai lu. décrit finalement 2 systèmes qui gèrent notre vie. Un système réflexif où on perçoit des informations, on la traite et puis on prend une décision qui nous demande pas mal d'efforts. Et puis le système 2 qui est beaucoup plus automatique, qui va finalement traiter de l'information de façon instinctive pour nous permettre de faire des actions du quotidien.
Tu donnes une grande place à l'intuition dans ton ouvrage, dans ton discours, dans ton coaching. Comment est-ce qu'on retrouve sa capacité intuitive dans un univers où on est bombardé de chiffres et d'analyses? Alors, ça, c'est une des grandes forces dans le coaching, c'est effectivement d'aller chercher. Selon les dernières études, l'intuition serait dans le subconscient, qui occupe à peu près 25% de notre cerveau. C'est-à-dire que il y a depuis très longtemps des idées qui sont en nous, mais qui ne sortent pas. Le fameux Eureka, d'accord. Et plus tu vas chercher l'idée, moins tu vas la trouver. Je pense que c'est aussi le début de toute cette histoire du lâcher prise. Eh ben, on a quelques techniques, tu vois. Par exemple, on nous apprend le sapin de Noël à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut avoir une idée géniale, on peut aller chercher son instinct, que si on fait une alternance de divergence, de convergence, de divergence, de convergence. Je m'explique, c'est le sapin de Noël à l'envers. Tu cherches à résoudre un problème. Tu vas buter, tu vas marcher, tu n'y arrives pas. Et là, tu te dis, c'est bon, quoi. Le Christophe qui réfléchit, ta gueule. Tu parles à ce petit enfant qui est là ou à ce doublon de toi qui te... Et puis, tu laisses filer. Et tu reprends 1 mois après, 3 jours après, etc. Et tu refais du jeu de crâne. Et puis, tu lui redis ta gueule. Je fais autre chose. Je vais faire de la musique, je vais faire de la cuisine, etc. Et tu arrives à l'Eureka. Alors, des fois, on se dit, mais c'est instantané. Non. Une idée qui arrive, si ça se trouve, elle a pris naissance il y a 15 ans, il y a 20 ans. Parfois même dans la transgénérationnalité. C'est-à-dire qu'on n'est que le prolongement de nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, dans mes coachés, j'ai énormément de coachés qui viennent de familles où un ancêtre a fait faillite. Et ils se sentent, dès que ça va mal, ils sont comme ça, mais c'est pas leur histoire. Ils en ont hérité et ils le portent. Donc, on va chercher dans la conscientisation, donc de l'inconscient au subconscient à la conscientisation, que ben non, c'est pas ton problème à toi. Donc, envoie chier tes ancêtres. Ciel, mes aïeux, comme on dit. Et moi, très souvent, maintenant, tous les 3 ans, je fais un doigt d'honneur à tous mes ancêtres en disant, mais arrêtez, qui m'ont poussé à être entrepreneur. Alors, j'ai pas de regrets. Les gens ne doivent pas avoir de regrets parce que ça fait partie d'une construction d'une vie. Mais ce qui est intéressant dans ta question, c'est, en fait, il faut pouvoir prendre du recul, il faut repousser l'éléphant, arrêter de vouloir réagir tout de suite et laisser les choses se tamiser. C'est fou le nombre de gens qui pensent qu'en se mettant en action, ils font bouger les choses. Les plus belles choses qui sont arrivées dans la vie des managers, moi, les plus beaux contrats que j'ai signés, c'est quand je m'y attendais le moins. Donc, il faut lâcher prise, il faut faire confiance à son cerveau, au subconscient, à l'inconscient, à l'intuition. Alors, de temps en temps, en coaching, j'ai des gens qui me disent « Ah, moi, j'ai une super intuition, vous allez voir, etc. » Je dis « Ok, c'est bon, on va pouvoir travailler. » Et je leur fais faire un petit exercice. Je leur dis « C'est simple, vous allez noter toutes les intuitions dans une journée, aussi idiote que le métro va arriver en retard, etc. Puis à la fin de la semaine, vous regardez combien d'intuitions sont vraies. Il n'y en a même pas 5%. Mais notre ego ne va retenir que les bonnes. Tu vois? Donc, c'est ça qui est passionnant dans le cerveau humain. C'est qu'on peut le reprogrammer, on peut le réorganiser, on peut enlever les peurs de l'enfance, on peut se débarrasser de cette énergie transgénérationnelle et devenir ainsi un manager, une femme ou un homme complètement libéré et voilà, qui est dans lâcher prise, c'est tout. Ces intelligences dont on parle aujourd'hui, est-ce qu'on en hérite? Est-ce qu'il y a une transmission intergénérationnelle de Moi, je ces pense que oui, intelligences? puisque lorsque j'étais greffé à Nadal, je lui disais à un moment donné, mais j'ai l'impression que tu regardes pas la balle. Donc là, il est assez interloqué et je lui dis, moi j'ai l'impression que tu écoutes la balle. Donc il se pose, il y prend vraiment comme un uppercut, quoi. Et il met du temps et il dit, voilà, mais je m'en souviens maintenant, depuis que j'ai 10 ans, l'âge de 10 ans, Tony Nadal me demande de me concentrer sur le son que fait la balle. Ça veut dire que, contrairement à toutes les écoles de tennis encore aujourd'hui, où on te dit regarde la balle, bien sûr qu'il la regarde, mais il est surtout focus sur son expertise à 360 degrés, parce que si tu écoutes le son de la balle, c'est 360 degrés de précision, c'est une stéréo nos oreilles, versus 170 degrés. Donc non seulement il frappait parfaitement la balle, mais il entendait les pas de l'adversaire pour faire ses passing shots. Et quand on a gratté plus loin d'où ça venait, son grand-père était accordeur de violon. Mais on a tous un ancêtre qui a fait de la musique. Personne ne le sait, mais Kylian Mbappé,
Il a fait 3 ans de flûte traversière. Sa frappe de balle, elle est comme celle de Rafa. Elle est tout le temps centrée. Il n'y a pas de hasard. La musique fait partie de nous, par exemple. Voilà une intelligence qu'on ne met pas assez en avant. C'est l'intelligence de l'écoute. C'est, tu vois, cette expression être sur la même longueur d'onde, comme nous sommes. Et c'est de la musique. C'est de la musique du cœur, c'est de la musique de la voix, c'est une manière rythmée de parler, etc., etc. Donc, ces intelligences, elles sont toutes en nous. Toutes. Chez les paysans, comme chez les ouvriers, comme chez les ingénieurs, etc. Sauf que le poids de la famille, le poids de la réussite, le poids de la performance, on a oublié que tout performe, c'est un terme anglais, hein, c'est pas un terme français, ça veut dire jouer au théâtre, jouer au cinéma, c'est pas réussir. La performance n'a rien à voir avec la réussite, mais nous, on a complètement détourné ça dans notre esprit de cartésien. Donc, toutes ces intelligences sont là, suffit d'aller simplement les cueillir, et ça change tout. Alors notre système éducatif, l'environnement professionnel nous amène à beaucoup développer l'intelligence logico-mathématique. Comment est-ce qu'on se sort de cette prééminence des chiffres, de la data, des analyses, pour aller retrouver nos autres intelligences? En recherchant notre corps, moi, tous les mentaux, donc ceux qui sont vraiment très mentaux, qui sont dans la logique, la réflexion, la logico-mathématique, je leur fais faire des séances de coaching en marchant. Donc on marche. Donc quand le corps se met en mouvement, il y a le souffle qui vient. Le souffle, c'est de l'énergie qui vient dans les poumons. Il y a cet axe qui se crée. Je les fais s'arrêter. Je leur dis, arrêtez de me dire j'ai compris. Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Et par exemple, je leur fais fermer les yeux. Je viens avec du poivre de Sichuan ou du thym, etc. Et je leur fais sentir comme ça. Ils ont les yeux fermés et certains pleurent. Parce que ils ont l'impression que d'aller chercher leurs émotions, c'est un aveu de faiblesse, alors que c'est tout le contraire. Tout le contraire. Nous, on souffre en tant qu'hommes d'avoir ce chromosome XY, cet Y qui nous emplit de testostérone et de virilité et de tu pleureras point, etc., etc. Mais les hommes les plus forts, ce sont ceux qui pleurent, ce sont ceux qui demandent pardon, ce sont ceux qui... Moi, j'utilise beaucoup une expression en coaching devant des gens qui sont comme ça. Je me mets à genoux devant eux et je leur dis, regardez, imaginez que je sois un chevalier la reine m'a demandé d'aller, je sais pas où, vaincre. Et puis j'ai échoué. J'ai tout fait, mais j'ai échoué. Je viens devant la reine rendre les armes. Je mets mon bouclier, je mets mon glaive, j'ai ma reine, je mets à genoux devant elle, j'ai échoué. Qu'est-ce qu'elle fait, la reine? Elle vous décapite ou elle vous dit de vous relever? Elle vous dit de vous relever. Donc j'emploie des images comme ça pour essayer de leur faire conscientiser que c'est magnifique d'être un émotionnel. De toute manière, comme le disait Damasio, l'émotion précède la raison, d'une milliseconde. Mais nous sommes avant tout ex movere en latin, l'émotion. Ce qui est en mouvement. Cette émotion qui précède la raison, elle a été démontrée à de multiples reprises, elle est utilisée en négociation. Est-ce qu'elle nous permet, finalement, à travers ces différentes formes de l'intelligence, et on va aller un peu plus dans le détail ensemble, d'aller chercher des ressorts qui sont enfouis très profondément, et comment est-ce qu'on les fait rejaillir? Par de la conscientisation simplement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu screens la vie des gens, et alors ça c'est l'oreille du coach, hein, mais on peut y arriver tout seul en lisant des livres ou pas forcément les miens, mais en tout cas en se cultivant. Si moi, j'ai toujours trouvé très étonnant, c'est qu'on est toi et moi en face, hein, grâce au travail de Yann et de tes équipes. On a échappé à la peste, au choléra, aux mammouths, aux enfants cachés, aux enfants non dits, à la Covid, aux tectoniques des plaques. Et on est là tous les deux, dans la sympathie, dans la cordialité, dans l'échange et non pas dans la discussion. La probabilité, Roland, elle est infinitésimale. Et pourtant, on est là. Et tu voudrais me dire qu'on serait sur cette terre sans chercher à comprendre qui on est vraiment? J'en reviens pas. Et c'est cette fameuse notion de chemin. Donc, pour aller sur ce chemin, un peu comme un détective, parce qu'il y a énormément de points communs entre une enquête policière et un coaching, c'est de chercher le coupable, c'est de chercher tous les indices possibles. Donc, encore une fois, il y a des techniques, mais la technique doit s'adapter au coaché. Il y a des pistes, il y a le ressenti, il y a les intelligences. Et donc, au détour d'un échange en coaching, la personne va dire « Ah, mais là, par exemple, j'étais en vacances avec ma fille et j'ai adoré le bruit de l'eau. » Je dis « Hop, on continue.
Vous avez adoré le bruit de l'eau? Mais expliquez-moi. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous avez entendu des notes différentes? Reconstituez-le moins, décrivez-le moins un peu plus. Donc là, on rentre dans l'émotion et là, ça s'ancre. Parce que l'émotion, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas dans le cerveau. Il y a eu des études fantastiques faites par un cabinet finlandais qui s'appelle Aalto. Ils ont fait depuis des années une cartographie de où était l'émotion, la colère, l'orgueil, la jalousie, la joie. Toutes les émotions sont dans le corps. Tu sais, ces vieilles expressions, la rate au courbouillon, j'en ai plein l'eau, c'est pas dans le cerveau. Encore une fois, on nous fait croire que le cerveau pilote tout. C'est faux. Donc, tu vas faire du chant, tu vas libérer ça. Tu vas faire de la musique, tu vas faire de la cuisine, à chaque fois, tu vas développer des intelligences différentes qui vont te renforcer parce que tu vas te dire, waouh, mais en fait, je suis bien mieux que je ne le pensais. Alors, tu es également romancier. Ton premier roman, La Note Noire, a eu le prix de Beaune. Bravo. Un bel alignement. En tant que romancier, tu vas te pencher sur les motivations invisibles, sur les tensions interpersonnelles, sur les contradictions humaines. Est-ce que ce travail de romancier t'aide également à aller chercher chez les gens leur ressort caché? Oui, parce qu'en fait, il y a une vraie complémentarité entre ces deux activités. J'ai écrit mon dernier polar, Chaîne de crime, sous l'égide de la gendarmerie nationale. C'est un colonel de la gendarmerie qui m'a aidé à résoudre l'enquête parce que je suis tombé en fait sur un cas exceptionnel. Parce que j'ai des contacts depuis la Note Noire avec les États-Unis, où en fait, il y a eu plusieurs cas à la suite, où on a trouvé des traces ADN sur une scène de crime, sauf qu'il était impossible pour le criminel d'être présent. Et là, ça pose une vraie question. C'est ce que j'ai voulu développer dans ce polar qui se déroule à New York. C'est-à-dire, j'ai un détective un peu cabossé par la vie, donc on peut imaginer comme un coach en fait. Et ce type, on vient de lui tuer sa meilleure amie, et ça lui rappelle étrangement l'assassinat de sa sœur, qui a eu lieu 50 ans auparavant. Donc, on est sur un cold case. Pratiquement, on va deviner qui est le coupable, mais on n'arrive jamais à le choper. Pourquoi, Roland? Parce que il y a 3 phénomènes très étonnants, qui sont réels, peu connus. La première, c'est que dans le ventre de nos mamans, surtout les garçons, lorsque notre maman est atteinte, il y a énormément de choses qui se passent au travers du placenta et pas simplement autour du cordon. On est là avec le cordon, très rationnel. Non, il y a énormément de mouvements de la mère vers l'enfant, de l'enfant vers la mère, au travers du placenta. Et quand une maman est malade, le chromosome Y arrive à migrer au travers de cette poche du placenta pour aller soigner dans les endroits dangereux la maman. Première chose. Deuxième chose, on s'est rendu compte de plus en plus que dans 9,8% des cas, nous étions 2 dans le ventre de nos mamans. C'est énorme, hein, près de 10%. 2 dans le ventre de nos mamans. Sauf que l'œuf, avant de disparaître, avant de mourir, va transférer son ADN aux survivants. Et donc, dans certains cas criminels, on pense que c'est le coupable, mais il est déjà en prison. En fait, c'est le frère qui est là, ou en tout cas, il y a des transferts d'ADN entre jumeaux, etc. Troisième chose, et personne n'en parle là aussi, j'en suis très étonné, lorsque on reçoit des prises de sang, lorsqu'on reçoit des greffes, en fait, on a un corps extérieur qui vient. Eh bien, dans les 3 cas, ça s'appelle une chimérisation. C'est-à-dire qu'il y a de l'ADN qui n'est pas le tien, mais qui vient rentrer progressivement dans ton corps. Donc, on serait également multiple au niveau de l'ADN. Pourquoi on ne s'en rend pas compte dans les affaires criminelles? Mais parce qu'on prend toujours l'ADN au même endroit, qui est dans la salive et la langue. Mais si ça se trouve, mon cheveu, là, il est Christophe Bourgois-Costantini, et peut-être que cette peau-là, elle est une prise de sang que j'ai eue quand j'étais enfant en Afrique, enfin, une transfusion dont je me souviens pas, etc. Donc, le polar est construit autour de ça, autour de cette histoire, absolument incroyable, que ça devient parfois extrêmement compliqué de choper un criminel, parce que son ADN ne matche jamais. Et donc, j'ai voulu, au travers de ce roman Chaîne de crime, expliquer ça. Donc, comme il y avait un rapport avec les greffes, etc., je me suis rapproché de la fondation de Stéphanie Fugain. Et donc, je cède mes droits à la fondation. Donc, c'est à la fois un bon polar, puisque, comme tu as la gentillesse de le rappeler, il a eu un prix de Beaune auparavant, et en même temps, c'est une bonne action. Voilà. Donc, acheter Chaîne de crime. C'est pas Noël, mais c'est l'anniversaire de quelqu'un très bientôt que vous connaissez.
chaîne de crime, pour faire du bien et se Alors, faire du bien. pour répondre à ta question sur l'écriture de polar et le travail de développement personnel, effectivement, les choses sont très liées. On doit rechercher le coupable, on doit regarder les signaux faibles, le body speaking, la phrase en trop, l'intonation de la voix, le recul des bras croisés, donc tous les indices possibles. L'enfance, un peu comme revoir l'enfance d'un criminel, etc., etc. Parce que tout se joue dans l'enfance, Roland. Tout se joue dans l'enfance. Il n'y a pas de blessure d'adulte. Il n'y a que des blessures d'enfants. Chez les dirigeants, tu observes régulièrement certaines formes d'épuisement ou qui puissent se traduire dans des rigidités de prise de décision. Comment tu l'expliques, premièrement, et deuxièmement, comment tu débloques? Comment je l'explique? Il y a une différence fondamentale entre vouloir atteindre un but et viser un but. Je m'explique. Si on prend un bateau demain tous les deux du Havre pour viser d'aller à New York, donc c'est l'analogie avec je gère mon entreprise. On va prendre des vivres, on va voir que tout fonctionne bien, le moteur, notre stratégie, le cap, etc. Sauf qu'à un moment donné, en cours de route, tu vas me dire, Christophe, j'ai complètement oublié, on doit absolument arriver à New York avant fin mars, parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Là, tu changes tout. Pourquoi? Parce que entre une intention de départ qui est de viser, là, tu ajoutes il faut atteindre. Donc, ça veut dire que tu m'imposes dans le futur une action dont nous n'avons pas le contrôle. On peut être coupé en deux par un bateau, on peut s'engueuler à bord, on peut avoir des vivres qui vont pourrir, etc. Et ce que les entrepreneurs ont du mal à comprendre, et c'est ça qui met l'attention, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre viser et vouloir atteindre. Encore une fois, les meilleures choses arrivent lorsqu'on s'y attend le moins. La femme ou le mari qu'on va épouser, les enfants, le contrat qu'on va signer, etc. Sauf que depuis qu'on est enfant, on nous fait croire qu'on contrôle tout. Mais tous ceux qui avaient fait des plans à 3 ans, 5 ans avec la Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc l'adaptabilité, et pas l'adaptation, c'est pas pareil. L'adaptabilité d'un manager, c'est être conscient du fait que le plus important dans la vie entrepreneuriale, c'est de viser, de tout mettre en œuvre, puis de lâcher prise. Alors c'est très dur à faire. Comment je les débloque? Mais en leur faisant comprendre ça, en leur martelant, en leur faisant faire quelques exercices, en revisitant aussi leur vie, parce que chez les entrepreneurs, tu as aussi des perfectionnistes. Pourquoi sont-ils perfectionnistes? Parce que, en règle générale, très tôt, ils sont devenus responsables dans une famille où les parents bossaient, ils ont dû s'occuper des petits. Donc, eux, ils se sont dit, pour être aimé par mes parents, il faut que je sois parfait. D'autres qui sont ce qu'on appelle des battants, qui se disent, ben en fait, pour réussir, il faut que je gagne. Pour qu'on m'aime, il faut que je gagne. Mais non, la vie, c'est un jeu. Est-ce que c'est à somme nulle ou pas? Mais en tout cas, on perd plus qu'on ne gagne. Il faut l'accepter. Au tennis, il y aurait que des numéros 1 mondiaux. Même dans les 10 premiers, ils perdent plus qu'ils gagnent. Je sais que c'est assez difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, c'est cette humilité, c'est ce lâcher prise que tu apprends aux dirigeants. Il faut comprendre que ça sert à rien de vouloir contrôler le monde entier, quoi. Alors, contrôler, c'est un mot que tu utilises aussi beaucoup pour les intelligences. Et ta grande méthodologie, c'est dire, il ne s'agit pas d'être excellent partout, mais de comprendre quelle est l'intelligence pivot, celle qui va faire la force, la mad skill, comme disaient les Américains, et puis les quelques intelligences autour qui vont permettre de compléter le panorama. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Exactement, et ça a été, je me souviens encore de mes échanges avec Claude Lelouch, le réalisateur, qui me disait, il avait 83 ans à l'époque, il me disait, Christophe, moi j'ai jamais vu un extrême heureux. Ni un très riche, ni un très pauvre, ni un très con, ni un très intelligent. L'essentiel, c'est comme nos mesures sanguines, c'est d'être dans la moyenne, la bonne moyenne. Et ça m'avait frappé, ça allait de pair avec les intelligences, c'est-à-dire que, au contraire de l'intelligence logique mathématique, Roland, les 9 autres intelligences que la logico-mathématique ne se mesurent pas. Elles sont qualitatives. Et on est tout le temps dans la mesure, dans le quantitatif. Et donc, le plus important, c'est pas d'être le meilleur saxophoniste du monde, c'est d'être heureux en faisant du saxo, de la cuisine. C'est d'être heureux en faisant de la méditation. C'est d'être heureux en marchant dans une forêt. C'est ça le plus important. Il faut sortir de ce tout quantitatif. Donc, il n'y a pas de mesure, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, tu ouvres l'esprit du manager ou de ton coaché et tu dis, engouffre-toi un peu là-dedans.
Et tu vas voir, tu vas apprendre le temps long, tu vas apprendre à être en position basse. Là, en ce moment, je suis en train de coacher quelqu'un qui gère une boîte, qui se casse la gueule, mais il est bassiste. Je lui dis, mais il a vraiment un ego assez surdimensionné, hein. Il a du mal à admettre son échec, etc. Je lui dis, écoute, fais de la musique, continue ta musique et sois en backstage. Voilà, t'es le bassiste, t'es le Richelieu. Et il est en train de comprendre qu'en fait, c'est pas un numéro 1. C'est un formidable numéro 2. Grâce à la musique, par exemple. Tu vois, tout est là, en fait. On doit sortir du diktat de nos parents. Nos parents voulaient nous imposer quelque chose, mais ils nous ont jamais vus réellement tels que nous étions. Mais la mesure n'a rien à voir là-dedans. Tu mentionnes dans ton livre tes échanges avec François Pinault, donc, fondateur du groupe PPR, d'abord Pinault Printemps en doute, maintenant Kering. Et dans ces échanges, tu découvres que son intelligence première, c'est l'intelligence de l'espace. C'est l'intelligence d'un architecte qui réussit à créer un groupe et une très grande intelligence naturaliste, puisqu'il embrasse les arbres une fois par semaine. Il entoure les arbres une fois par semaine. Il dit un chêne, ça tient le coup. Comment est-ce qu'on peut trouver ce qui est pas absurde, puisque à l'origine, il était dans le bois. Une société dans le bois. Négoce. Comment est-ce que on peut chacun trouver son intelligence pivot? Eh bien, encore une fois, en écoutant des podcasts, en lisant, en s'intéressant à ce concept, en regardant des témoignages, en revisitant sa vie, encore une fois, en disant mais qu'est-ce qui me rendait heureux enfant, qu'est-ce que j'ai mis en place et qui m'emplissait le cœur de joie, et pourquoi je le retrouverais pas. Plein de gens en coaching me disent ah mais je faisais ça quand j'étais jeune. Je dis mais pourquoi vous faites pas maintenant? C'est comme si l'âge interdisait de faire quelque chose. C'est débile. C'est débile. Donc, tu arrives à la retraite, tu t'emmerdes parce que tu fais plus rien. Non, on peut se réinventer à n'importe quel âge. Et ce qui est important, c'est ce souvenir-là. Voire de questionner ses amis, de dire, mais vous me voyez comment? Soyez bienveillants à mon endroit, dites-moi où est-ce que vous me trouvez bon, et vous allez découvrir des trucs incroyables. Il y en a un qui va vous dire, mais tu sais que tu as une intelligence relationnelle redoutable. Et c'est là que vous allez vous souvenir que vous organisiez les goûters d'enfants chez vous, que vous étiez le type qui faisait rire à la classe, etc. Voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a des milliers. J'en ai un magnifique. On a le temps là? Bien sûr. J'en ai un magnifique avec un entrepreneur qui est un de mes amis, et Thierry Grimaud, qui a fondé un des plus grands cabinets de managers de transition. Thierry Grimaud, il vient d'un milieu modeste. Et Thierry, il arrive par la bande, parce qu'il est de Bordeaux, il est sud de Bordeaux, à faire HEC. Alors là, le roi n'est pas son cousin. Comme il est intelligent, il a plusieurs intelligences, il est plutôt bon à HEC, il est patron du BDE, etc. Et là, il est repéré par Jean-Marie Messier, J6M, un de ces quatre, qui lui dit, viens par là, toi, mon coco, on va te... Alors là, le roi n'est plus son cousin, tu vois. Je viens d'un milieu modeste, je suis dans le ranking de Jean-Marie Messier, je suis patron d'une boîte et tout. L'ego, c'est normal, on en a tous, arrive. Et puis bien évidemment, ça se casse la gueule, comme tu t'en souviens, au bout de 2-3 ans. Et là, notre Thierry, il se retrouve à la rue. Il sait pas quoi faire. Et il est tellement mari qu'il retourne chez ses parents, dans sa chambre d'enfant, dans un petit pavillon modeste. Et il ouvre un tiroir, et il me raconte, et puis il voit des figurines Panini. Donc je rappelle pour ceux qui nous écoutent que c'est des collections de joueurs de football et qu'il fallait à l'époque avoir les 14 joueurs, etc. Un peu comme les cartes Pokémon d'aujourd'hui. Comme les cartes Pokémon d'aujourd'hui. Et il se souvient que comme il n'avait pas beaucoup d'argent, lui, quand tout le monde se jetait sur Platini, Zidane, machin, Ronaldo, lui, il achetait les méconnus, le 15e homme, le 16e, mais qui étaient indispensables pour faire la collection. Donc, il me disait, je suis devenu le roi de la cour de récréation parce que tout le monde avait besoin de mes cartes. Et il me dit, je me souviens, j'avais installé une table où il y avait d'un côté ceux qui cherchaient des cartes, d'autres qui en avaient, et moi, je prenais ma dîme au passage. Eh bien, ça lui a donné l'idée de créer Valtus. Valtus, tu as des entreprises qui cherchent des managers qui ont les cartes, et lui, il les met en contact. Voilà. Je trouve que c'est une histoire magnifique. Magnifique histoire. J'aimerais qu'on parle de Dominique Schelcher, donc le patron de Coopérativu, avec qui tu as eu aussi beaucoup d'échanges. Lui, il dit une intelligence collective est en train d'émerger pour redessiner les contours de l'entreprise et que le bonheur est dans l'action.
C'est totalement Dominique, qui est un type exceptionnel, hein. Puis en plus, il a gardé ce bon sens paysan que je vénère, il vient d'une famille de paysans d'ailleurs, et il a toujours son super U dans son Alsace natale. Oui, lui, c'est l'action, mais ça, c'est son projet à lui. C'est son mantra. C'est ce qui lui a permis de se différencier. Mais c'est en même temps un homme excessivement cultivé. C'est-à-dire qu'il prend le temps de lire. La preuve, c'est que j'ai découvert un jour sur LinkedIn qui me vantait mon livre sur ces 10 intelligences qui changent tout. Je revenais pas. Qu'il ait fait un article là-dessus. Je voyais à chaque fois les likes, les cœurs, les machins, etc. Plus de 300. Donc, on voit bien que c'est un type qui a quand même une philosophie de vie, à qui la notion de chemin parle, le chemin philosophique. Donc, c'est une manière d'embarquer ses troupes, et il a raison. Quand on est manager, à un moment donné, il faut donner une vision à ses équipes et il faut les mettre en action. Et il faut montrer l'exemple. C'est ce qu'il fait. Maintenant, c'est pas chez lui, il l'a partagé comme ça dans ses dernières valeurs, mais il n'est pas totalement habité par ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on va déjeuner, il prend le temps, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de truc, il n'est pas dérangé, il a super organisé son emploi du temps. Donc toi, c'est pas le Bernard Tapie. Il est posé. Donc il y a l'action, c'est de l'action réfléchie et émotionnellement réfléchie. Encore une fois, c'est ces fameux 3 axes, tête, cœur, corps, qui te permettent de prendre une bonne décision. Et lui, il est complètement là-dedans. Oui, il est bien aligné. Il est bien aligné. J'aimerais également qu'on parle une autre personne que tu as beaucoup fréquenté, c'est Thierry Marx, Oui. donc, grand cuisinier. Être grand chef, ça fait appel à l'intelligence kinesthésique, l'intelligence nature, l'intelligence de l'espace, l'intelligence humaine pour gérer une brigade de parfois 50, 60 personnes. Qu'est-ce que tu retiens de ces échanges avec Thierry Marx? Alors, entre-temps, j'ai interviewé Alain Passard et je vais plutôt te parler d'Alain, mais de Thierry. Qu'est-ce que j'ai aimé chez Thierry? Son histoire, tout d'abord. Et sa phrase mantra, les mots, M-O-N-T-S, pour guérir les mots, M-A-U-X. Voilà un gars qui vient aussi d'un milieu peu aisé, qui a développé son intelligence spatiale parce qu'il avait peur qu'on lui pète la gueule quand il était petit, dans la cité dans laquelle il vivait. C'est pour ça qu'il s'est mis aux arts martiaux, etc. Et c'est un type extrêmement éclectique, et surtout qui a une intelligence existentielle. C'est pour ça qu'il va souvent au Japon, qu'il aime le judo, etc. Il est totalement dans cet esprit que ce n'est pas un simple cuisinier. Il utilise la cuisine pour mieux se connaître. L'histoire sur Alain Passard, elle est édifiante, parce que ça rejoint un peu l'ensemble de ce qu'on s'est dit. Alain, à un moment donné, avant tout le monde, donc il vient d'un milieu très très modeste, et son rêve, parce que sa grand-mère était couturière, il voulait faire de la couture. Il voulait être dessinateur de couture, il voulait être créateur. Manque de bol pour lui, il n'y avait pas d'école de créateur. Il y avait à côté un resto, donc ses parents l'ont envoyé comme marmiton. Il a grimpé les échelons et donc il a ouvert l'arpège. Et en ouvrant l'arpège, à un moment donné, il sent qu'il va y avoir la vache folle. Donc il revient chez lui, enfin à son bureau, et il dit à tout le monde, on arrête la barbaque. On va limiter la barbaque. Son chef se barre, son sommelier se barre, etc. Mais lui, il est... Et j'entends quand on parle qu'il utilise le mot de tissu animal, tissu végétal. D'accord? Donc il dit, j'arrête le tissu animal et je me mets dans le tissu végétal. Et à la fin de nos entretiens et tout un tas de questions, je lui dis, mais en fait, ton rêve de faire de la couture, tu l'as. C'est pour ça que tu utilises le végétal. Parce que ça se coupe plus facilement dans une assiette, ça a différentes couleurs, différentes textures. Donc tu es en fait le Yves Saint-Laurent de la cuisine. Donc, et ça, c'était un rêve d'enfant. Et je te jure, il m'a regardé comme ça, il n'y avait pas pensé. Il n'y avait pas pensé. Il a retrouvé son alignement. Il a retrouvé son alignement. À force d'entraînement, on a déprogrammé un certain nombre de capteurs sensitifs. Comment est-ce qu'on les reprogramme pour capitaliser sur toutes ces formes d'intelligence qui nous habitent? Alors, c'est vraiment de la reprogrammation musculaire, hein, et neurologique aussi. Il faut décortiquer les actions qu'on faisait avant. Les habitudes. Les habitudes, elles fonctionnent toujours en 3 temps. Il y a un déclic, il y a une routine et il y a une satisfaction. Enfin, ce qu'on pense être une satisfaction. Exemple, je marche dans la rue
et ils font exprès d'ailleurs, je sens l'odeur du croissant, déclic. Ma routine, je rentre, j'achète le croissant ou le pain au chocolat. Ma satisfaction, c'est que j'ai du glucose dans le sang. C'est très dangereux, les habitudes, parce que on ne peut jamais les remplacer. C'est-à-dire que tu peux jamais enlever le disque dur de ces habitudes. Tout ce que tu peux faire, c'est compresser ce disque dur et le substituer par un autre disque dur. Donc, il faut vraiment réapprendre comme un enfant. Il faut accepter de pouvoir réapprendre et de reprendre d'autres routines, d'autres réflexes, d'autres déclics qui vont se mettre en place. C'est un long travail d'apprentissage, mais c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis les bases, après, ça va très, très, très vite. Mais donc, il faut vraiment réapprendre. Moi, j'apprends à des gens à réapprendre. Tu vois, c'est à comprendre quelles sont leurs croyances limitantes qui polluent énormément. Ça, j'y arriverai pas, ça, je le ferai jamais, ça, j'ai jamais été bon là-dedans, etc. Et ça veut rien dire, ces phrases-là. Parce qu'elles dépendent toujours d'un regard extérieur. Et toi qui as beaucoup été aux États-Unis, je suis très étonné d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus. Il y a eu énormément de recherches sociologiques sur les motivations. Il y a 3 types de motivations, Roland. La première, qu'ils ont appelée 1.0, les chercheurs, c'est celle de vivre, de respirer, de se reproduire, de se nourrir. Okay, La base de la pyramide de Maslow. la base de la pyramide de Maslow. La deuxième motivation qui arrive à peu près au moment du Fordisme, donc du taylorisme et du communisme et du capitalisme, c'est la motivation extrinsèque. Tu travailles bien, je te récompense. Tu travailles pas bien, je te sac. C'est-à-dire que ta valeur va dépendre d'un regard extérieur. C'est terrible. Et toutes les études sociologiques montrent qu'on est passé dans une ère, mais on a du mal au niveau du management à s'y accrocher, où on est passé à la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que si tu étais ton manager, si tu étais mon manager, ta question serait, mais qu'est-ce qui pourrait rendre Christophe heureux? Dans quelle disposition je puis le mettre pour qu'il soit in fine le plus heureux, donc le plus rentable? Le bonheur va avec la rentabilité, bien évidemment. Et pas, tu vas faire ci, faucon, yaka, tu vas faire ça. Et c'est le bon sens, en fait. Donc, tu veux un baby-foot, on fait un baby-foot. Tu veux plutôt rester chez toi, reste plutôt chez toi. Je comprends même pas ces échanges sur le télétravail. Forcer les gens à rentrer. C'est-à-dire, à un moment donné, si on embarque des collaborateurs dans un projet sociétal, dans une vision, et qu'on leur fait confiance, ils ne trahissent pas cette confiance. Il faut aller chercher la motivation 3.0. Il faut tout faire dans les entreprises pour chercher la motivation 3.0. C'est pas sauter simplement en parachute pendant un samedi ou faire un team building à la con. Moi, on m'appelle beaucoup pour des team building. Je dis, mais non, moi, je viens faire un team building, je veux bien. Mais après, c'est d'abord, le team building doit être totalement décalé et original pour vraiment frapper. Et ensuite, il faut que j'accompagne les gens parce que ils ont été secoués, ok, mais après, il faut les, voilà. Le cap, il change vite. Le dernier team building complètement original que j'ai fait, c'est que j'ai amené le COMEX d'une très grande boîte chez mon meilleur ami qui est berger en Corse. Pas de chiottes, pas d'électricité, que de l'eau de source, que des brebis à traire à 4 heures du matin. On a fait du coaching d'équipe, du coaching individuel. Ça me parle. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est ça qu'il faut faire en entreprise. J'aimerais te poser une question un peu plus personnelle. Tu parles de ces intelligences, de l'intelligence pivot. C'est quoi ton intelligence pivot à toi? Comment tu l'as découverte? Je pense que celle du rythme, du son et de l'écoute, j'en avais pas pris conscience réellement. Et j'en ai pris conscience en faisant du saxophone. J'en ai pris conscience en me rendant compte que mes messages portaient loin. C'est pas la forfanterie, hein, c'est tu le constates ou tu le constates pas, que j'avais une voix, entre guillemets. J'ai découvert aussi que j'avais une intelligence spirituelle très, très forte. Moi, j'étais baptisé, mais je suis plutôt agnostique. Et je pars là en Amazonie 3 semaines avec mon saxo dans une tribu très isolée. J'ai eu l'autorisation du gouvernement colombien pour y aller. Et je pense que je vais totalement explorer le chamanisme, l'existentialité. Je crois au cosmos. Je crois que on ne fait qu'un, tous ensemble. Je crois. Il y a un type qui s'appelle Rupert Sheldrake qui avait dit que le vrai cloud qui existait, c'était le cloud de l'énergie des âmes qui tournait autour de la Terre.
cette espèce d'aura. En fait, on est tous connectés. Tu sais, quand un coaché m'appelle, je lui dis, même toi, là, en face de moi, on était déjà connectés quelque part. On devait se rencontrer. Tu vois, c'est écrit. Moi, j'aime bien ce côté. Donc, cette dimension spirituelle, existentielle, les questions sur la mort, sur toutes ces questions-là, je n'avais pas perçu que j'aurais été. Peut-être que je le liais trop à l'intelligence des maths, ou je n'avais pas perçu que d'abord c'était aussi facile d'accès quand on le voulait, et que c'était aussi puissant. Et donc ça a été aussi une vraie découverte dans laquelle je m'engouffre incroyablement. Donc ça, c'est des intelligences qui font du bien, qui créent du lien entre les gens. Est-ce qu'il y a des intelligences qui font du mal? Non. Bah, sauf si tu utilises l'intelligence, par exemple, kinesthésique et que tu cours comme un dératé. Voilà, typiquement. Ouais, ça, c'est une bonne question. On m'a jamais posé. Je te remercie. Beaucoup de mes coachés disent, oui, mais je cours. Mais les gars, ils courent jusqu'à l'épuisement, tu vois, pour essayer de se vider. Mais c'est pas ça, courir. C'est pas ça qui va te vider. C'est que reporter le problème à demain ou après-demain. Donc moi, je leur dis, marchez. Vous pouvez courir si vous voulez, mais profitez de la nature qui vous environne. Regardez, écoutez la musique de vos pas. Comme le font les champions de ski, etc., etc. Donc ça sert à rien de. Donc oui, si tu fais à l'excès certaines intelligences, elles deviennent. Faut être dans la moyenne, encore une fois. Jean-Paul Sartre disait ce qui est important, c'est pas ce que l'on a fait de nous, c'est ce que nous faisons de ce que l'on a fait de nous. Et finalement, est-ce que il faut reprendre le contrôle de sa vie, pour développer ces formes d'intelligence? Alors, en France, il y a une connotation sur l'ego. À chaque première séance, ma première phrase que je pose à une ou un coaché, c'est qui pour vous la personne la plus importante au monde? La plupart des gens me répondent mon mari, ma femme, mes enfants, mon chien, ma maîtresse. J'ai dit non. Pour chacun d'entre vous, la personne la plus importante au monde, c'est chacun d'entre vous. Si vous allez bien, tout le monde ira bien. Et là, on m'objecte, ah, mais c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Non, c'est de l'égocentrage. Commençons déjà à se faire du bien à soi-même, à être alignés avec nous-mêmes. Et c'est là qu'on pourra plus interagir avec les autres. Car le phénomène qui est entre deux individus ou dans une systémique où il y a plusieurs individus, c'est qu'on projette tout le temps des choses sur les autres. C'est celui qui dit qui est. Cette magnifique phrase de la cour de récréation, qui est la phrase la plus importante que j'ai retenue d'HEC. C'est celui qui dit qui est. Ou autrement dit, qu'est-ce que je vois chez l'autre que je n'aime pas chez moi? Et l'univers, tu sais ce qu'il va faire, Roland? Si tu es bloqué comme ça, il va toujours t'envoyer, tu sais, cette fameuse phrase, on est toujours le con de quelqu'un. Ben, tu vas avoir des mecs incroyables sur ton parcours qui vont t'emmerder tant que tu n'auras pas réglé ton problème. Même ton pire ennemi devient un allié parce qu'il te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé chez toi. Spinoza, être intelligent, c'est gagner en liberté intérieure. La joie de se connaître. La joie de se connaître. C'est ça qu'il faut finalement retrouver à travers ces différentes formes de l'intelligence. Oui, mais là où je voudrais prévenir nos auditeurs, c'est que moi, la philo, quand j'étais en première et en terminale, mais ça me barbait. Mais tu ne peux pas savoir, j'étais pas prêt. Donc, c'est pas de la philo. Moi, je demande pas de lire tout Nietzsche ou tout, tu vois. Mais on arrive, quand on est un manager, et même quand on est un être humain tout court, on doit se forger sa propre philosophie de vie. Donc on peut s'inspirer de gens formidables comme Nietzsche dans son grand style, par exemple, ou comme Spinoza, ou comme d'autres, et ensuite façonner ça en fonction de son vécu. Et ça, c'est la vraie réussite. L'enjeu finalement de se retrouver, c'est de développer ses intelligences. Développer ses intelligences, on entend de plus en plus qu'on ne va pas avoir à les développer. On entend des jeunes lycéens qui commencent à dire mais finalement j'ai plus besoin d'apprendre une langue étrangère puisque mon téléphone va traduire en temps réel. Il y a un grand risque qui est déjà documenté, qui est déjà prouvé, d'atrophie cognitive. Quelles intelligences vont nous permettre de combattre cette atrophie cognitive? Toutes.
Le problème, c'est d'y aller. Mais tu as raison, c'est la peste et le choléra réunis. Cette digitalisation à l'extrême. Les gens ne regardent plus l'architecture, les gens ne savent plus se repérer, les gens zappent, les gens accélèrent les discours. C'est aberrant, quoi. J'espère que c'est un phénomène de mode et qu'à un moment donné, Homo sapiens va, grâce à des gens comme toi qui portent la bonne parole, grâce à tous les gens qui ont des blogs, et qui ont des émissions pour parler de ça, pour calmer les gens, pour leur dire apprenez, écrivez, etc. Lisez, parlez notre langue, parlez plusieurs langues, mais rentrez. Je sais pas si ça peut donner valeur d'exemple, mais un Rafael Nadal, par exemple, il a un accent à chier, mais le gars, quand il parle l'anglais, il m'a confessé que il n'avait pas appris l'anglais pour parler aux journalistes. Il avait pris l'anglais pour pouvoir lire Shakespeare. Donc tu vois que c'est bien mieux qu'un joueur de tennis. Djokovic aussi, il a tout un tas de talents, tout un tas d'intelligence qu'il développe. Il coupe la télé parce qu'il sait que ce sont que des ondes négatives. Donc, il y a un moment donné, qu'est-ce que tu veux? On peut montrer l'exemple. Notre génération montre-t-elle l'exemple? Moi, je crois que oui. Je suis pas un addict complet du téléphone, etc. Je regarde de temps en temps. Et surtout, je suis extrêmement curieux. Alors oui, je vais chercher sur Internet, c'est pratique, hein, des données, mais je me contente pas de ce que j'entends de temps en temps sur les réseaux ou sur les médias, etc. Je vais faire mon opinion par moi-même. Je cultive, j'interroge des gens, je fais mon bonheur avec ça, tu vois. Je fais mon mélange avec ça et j'en tire mes conclusions. Mais oui, tu as raison, c'est un drame absolu, le corps perd. Grâce à toi, Christophe, nous avons éteint la télé pendant près d'une heure. Un immense merci pour ton partage. C'est moi, Roland. Je rappelle tes ouvrages, Les 10 intelligences qui changent tout, Christophe Bourgois-Constantini et Chris Constantini pour ton nom d'auteur. En hommage à ma maman. En hommage à ta maman. Chaîne de crime et ton premier ouvrage, La Note Noire, qui a eu le prix de Beaune au profit de l'association Laurette Fugain. Donc, précipitez-vous dans votre librairie préférée. Un immense merci. C'est moi, je suis très honoré. Eh bien, écoute, on a été ravis de te recevoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis pour la prochaine émission, si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça nous donne l'occasion de multiplier ces entretiens avec des personnalités qui nous permettent de prendre du recul et de devenir un peu meilleurs chaque jour. Merci Christophe. Merci Roland.